que quand j'ai démarré, donc j'étais architecte employée et je cherchais vraiment l'issue de secours pour trouver un métier qui allait avoir du sens pour moi. Donc je suis venue à un de tes séminaires et on a créé un groupe avec quelques participants suivant tes recommandations. Et Étienne était dans le même groupe que moi. Donc on se réunissait chaque semaine et on s'entraidait, mais c'était que des débutants à part Étienne qui avait déjà un niveau impressionnant, qui était un peu perdu d'après moi dans le groupe où on était. Et en fait, donc ça a duré presque 2 ans. Et très vite, on s'est rendu compte qu'on était vraiment hyper complémentaires et qu'on aimait bien travailler à deux. Voilà, on était en phase complètement. Du coup, mais au début quand même, je n'avais pas trop envie qu'on rentre dans mon espace, donc il pouvait m'aider, mais de loin. Donc, on a commencé à faire des rencontres chez l'un l'autre chaque mois. Donc, on se déplaçait chez lui en Savoie, on venait en Belgique, on allait à Paris. Et un jour, il me dit, bon, mais alors ton lancement, il te faut combien de temps pour le terminer? Donc, je dis, bon, je pense qu'en 10 jours, vraiment, si je m'y mets à fond, je pourrais peut-être y aller. Il dit, je viens chez toi 10 jours et on le fait. En fait, ça a duré plus longtemps parce que j'avais besoin d'un peu de temps et j'étais perfectionniste. Donc, on a mis 1 an et on a fait un lancement orchestré sur mon premier. J'aime bien. Donc, 10 jours, mais j'ai un peu dépassé. Je me suis donné une petite marge de 355 jours supplémentaires. C'est ça. Mais bon, on a vraiment bien fait les choses. On a été dans les détails. Et ce premier lancement orchestré qui était quand même un boulot de fou, puisque voilà, il a fallu que je m'améliore et que j'augmente vraiment la valeur du produit que j'avais en tête pour pouvoir avoir le contenu pour un lancement orchestré. Donc j'étais employée, j'ai démissionné avec tous les soutiens d'Étienne en arrière-plan. Et une semaine après, on faisait le premier lancement. Donc tu as démissionné avant de mettre ton produit en vente. Oui. Oui. En fait, je savais que ça n'allait plus durer. J'avais déjà réduit le temps de travail. J'avais changé de statut d'employé à indépendant, parce qu'en Belgique, c'est beaucoup d'indépendants architectes. Donc, je travaillais en France, je suis partie en Belgique, en étant belge, enfin bref. Et donc, ça m'a permis de prendre que 3 jours de boulot. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, voilà, c'est du boulot, il faut tourner les vidéos et être à moitié sur l'un, sur l'autre, maintenant que j'avais du contenu, pour vraiment me consacrer à ce lancement orchestré. J'ai démissionné. Voilà. Donc, c'était dans le vide parce que j'avais rien. J'avais pas du tout j'avais 2000 € sur mon compte et encore, je pense pas. Donc, c'était. Oui, en faisant tu utilises l'expression saut dans le vide. T'as pas rencontré tu t'es juste dit je saute comme ça sans parachute, ou bien est-ce que tu as eu en interne, qu'est-ce qui se passait en toi pendant cette période en fait? Où justement tu as dit ok, je saute sans le parachute. Non, tu flippes en fait, tu dis qu'est-ce que tu es en train de faire? Il y a un côté de toi qui ne maîtrise pas ce qui est en train de se passer. Voilà, et tu me disais t'inquiète pas, s'il y a un souci, je t'aide. J'ai dit oui, mais attends, je te connais pas tant que ça. Moi, je veux savoir me débrouiller. Donc, oui, mais t'inquiète, si vraiment tu te plantes, mais il n'y a pas de raison. Regarde tous les résultats, tu as autant d'abonnés. Oui, mais ça reste le début, j'ai jamais rien vendu. C'était un peu de l'inconscience en fait, c'était un mélange de plein de choses. Voilà. Donc voilà. Qu'en a pensé ton entourage pendant la période où tu préparais ce lancement et quand tu as annoncé au revoir président, ça a été quoi les retours? Alors là où je bossais, pas directement avant, mais juste avant, on parlait souvent du fait qu'on n'était pas à notre place, le bureau, c'était pas. C'est ça un peu ce qui m'a aidé à changer, hein, c'était pas le rêve. Et quand moi je disais, je sais, je vais faire des trucs pour les enfants, je vais faire des cours de dessin, tu vois, là d'un coup, tout ce qui était le contexte de vraiment, on n'était pas bien au boulot, ils me disaient, mais quand même, t'es architecte, attends, t'as quand même un boulot, ok, on se plaint, mais dans la réalité, on est bien quand même. Donc j'ai dit non, je t'assure, moi je vais arrêter, je vais changer. Et donc ils m'ont pas cru. Et pour ma famille, j'ai rien dit. Parce que je pense que ce ne serait pas passé. C'est-à-dire, ils ne savaient même pas que tu quittais ton emploi? Ah non. Non, j'ai quasi prévenu. J'aime bien prévenir après. Est-ce qu'ils savent maintenant que tu n'es plus architecte ou pas? Oui, ils savent. Et tu vois, j'ai mon frère qui
qui est ingénieur civil, enfin un de mes frères, et je lui disais que j'ai eu au téléphone la semaine passée. On n'échange pas énormément, mais voilà, et il change de boulot et il devient fonctionnaire. Et donc je lui disais, mais Mathieu, t'as plein d'idées, peut-être que tu pourrais un jour, est-ce que tu crois qu'un jour tu vas créer ton entreprise? Il dit, ah, mais j'ai pas d'idées. Je lui dis, il y a plein d'idées. Si tu veux, il y a un séminaire, tu viens, je peux t'avoir une place gratuite. Il dit, non, mais j'y crois pas du tout, moi, hein. Ces trucs, on peut gagner de l'argent comme ça, on crée un truc sur Internet. Je dis, mais c'est ce que je fais. Ah ouais, non, j'y crois pas, moi, ces trucs. Donc, même en ayant quelque part l'exemple qu'aujourd'hui, ça marche, c'est pas vraiment un sujet, en fait. Voilà. D'accord, intéressant. Du coup, il y a plusieurs personnes qui demandent. Alors, il y a Laura qui dit, à moi, ça m'aurait causé un divorce à coup sûr. Il y a plusieurs personnes, dont Drissa, qui demandent, qu'est-ce que tu as vendu à ce premier lancement orchestré? Parce que du coup, je crois que Nadia a fait une syncope quand tu as dit que tu étais architecte et que tu as dit que maintenant elle a dit, oui, mais actuellement, elle vend des dessins et a mis tellement de points d'interrogation que je pense que Nadia ne s'en est pas remise. Alors, j'ai créé une page YouTube qui s'appelle Les Carnets de Céleste, où j'ai commencé par faire des tutos j'ai toujours adoré dessiner, et donc il y a beaucoup d'enfants de mon entourage qui m'imaginent comme étant très très talentueuse, et eux ils sont, voilà, moi je sais pas faire tout ça, j'ai pas tes talents, oh là là, qu'est-ce que tu dessines bien. J'ai trouvé ça toujours, c'est dommage parce qu'en fait je dessine pas si bien que ça. Oui, avec le temps j'ai pris voilà, je me suis améliorée, j'ai appris à faire des trucs qui sont sympas, mais c'est surtout que j'adorais faire ça, gribouiller mes petits trucs. Donc j'ai commencé à faire des vidéos et à montrer, ben voilà, tu vois, est-ce que tu sais faire le petit cercle là? Oui. Et si tu mets 2 petits points, tu vois, les yeux, d'accord? Et si on mettait des antennes? Ah ben oui, c'est sympa. Et puis le corps, enfin voilà. Et bref, on a une fourmi, etc. Et en faisant ces dessins, au début, je faisais un peu n'importe quoi. Et puis j'ai commencé à raconter l'histoire du personnage que je dessinais. Donc à raconter son histoire. Et là, je me suis rendu compte que par les retours des parents, qui me disaient, ah, mais c'est incroyable tes dessins, parce que non seulement ils dessinent, mais en plus, tu leur apprends des choses, et ils ont un vocabulaire qui se développe, ils retiennent hyper facilement. Voilà. Et en gros, je me suis rendu compte que c'était un moyen d'apprentissage qui était assez génial, que j'aurais adoré apprendre comme ça quand j'étais petite, parce que j'aimais pas trop l'école. Et voilà, donc, qu'est-ce que je peux transmettre est devenu des dessins sur la forêt. Pour le premier thème, c'était la forêt. Les animaux, les végétaux. Et alors, quel résultat tu as obtenu sur ce premier lancement? 25 000 €. Ça mérite un petit pour Laetitia, pip pip. Oui. Ouais. Mais donc, en fait, j'ai eu des super résultats, mais j'avais pas créé le produit avant. J'avais imaginé l'illustration, j'avais imaginé le parcours, j'avais imaginé plein de choses, mais je devais créer le contenu. Donc, je m'engageais pour 6 mois, chaque semaine, un nouveau personnage qu'on va découvrir dans les détails. Et donc, ça faisait, oui, beaucoup d'argent quelque part, mais ça me faisait 6 mois de travail. Et donc, au final, c'est pas tant que ça. Voilà, quand on achète son matériel, qu'on est indépendante, qu'on a les charges. Donc, c'était bien, mais je me suis pas rendu compte à quel point c'était bien, parce que j'ai pas eu l'idée de recommencer à vendre derrière. Je me suis mise à créer. Et voilà, de temps en temps, j'ai relancé un mail, mais presque pas, parce que je suis pas très douée encore pour ça. Et en gros, comme Étienne m'avait aidé à bosser, à créer le contenu et tout ça, vraiment, il m'a soutenue à chaque étape. Moi, j'avais dit, moi, je t'aide. Après, je suis là, je t'aide pour ton projet à toi. Et Étienne, qui a plein de projets, plein d'idées, qui a fait plein de trucs. En fait, dans le jet, on l'a aidé à choisir sur quoi il allait bien pouvoir se tourner, étant dans l'innovation avec plein de possibilités. Et donc, on est parti en Italie, on est allé voir les agriculteurs, les plantations de bambous. Voilà, le directeur Don Limoso étant un de ses super amis depuis plus de 20 ans. Ils ont développé plein de projets. Voilà, au début, j'y croyais pas parce que ça me paraît, les chiffres, comme c'est pas mon domaine, ça me paraissait surréaliste. Et je m'étais dit, il y a un bug là, je comprends pas parce qu'on peut pas gagner tant d'argent. Voilà. Avec le bambou. Avec le bambou. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, du coup, Étienne, parmi ce million de projets, du coup, avec toi, Laetitia, vous avez dit, OK, on va lancer un toboggan de webinaire pour faire la vente du projet où on vend du bambou à des agriculteurs. Au début, on s'est dit que ça allait être un lancement orchestré, parce qu'il y avait pas mal de contenu, et c'est ce qu'on avait fait pour moi, donc c'est ce qu'on avait
comme exemple, c'est ce qu'on voyait. Et puis lui, il avait, dans ses précédents boulots, il avait fait beaucoup de salons, donc ça restait quelque chose à faire. On a commencé par le Ciel à Paris, où on a eu un prix de l'innovation pour une des recettes de bambou. Donc mais tout en faisant ces événements, ces salons agricoles, comme j'avais été technique en arrière-plan, bah, tout de suite sur le site, on a fait une page de capture, la première étape indispensable, parce que donc ça permettait d'avoir la brochure. Donc à chaque salon qu'on a fait, si les gens voulaient la brochure, ils pouvaient aller sur le site et télécharger voilà, avoir les infos, etc. Mais on n'a rien fait avec ça. Donc ça a duré 2 ans où il y a eu les premières plantations, on a participé à différents salons. Moi j'ai mis sur pause en fait ce que je faisais. Voilà. Et puis un jour. Donc pendant 2 ans, vous faisiez tout sauf faire le toboggan. Et donc pendant ce temps-là. C'était la mission, mais il y avait tellement de trucs. En fait, c'est dans le quotidien de tout ce qu'il y a à faire. Il y avait plein d'autres choses à faire. Donc voilà, ça faisait partie. On était en train de le mettre en place. On a fait des tests de vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3. Les premières, c'était la catastrophe parce qu'en fait, on démarrait, on connaissait pas encore le milieu, etc. Donc le fait d'avoir de l'expérience, d'avoir des premières plantations, d'aller en Italie, faire des interviews d'agriculteurs italiens, de la boîte, enfin, voilà, on a fait ça, tout ça, ça a quand même servi pendant 2 ans, ça a donné de la matière pour la suite. Et donc, il fallait qu'on fasse le lancement, mais il y avait ça, puis il fallait qu'on fasse le lancement, mais il y avait ça. Donc, le temps a passé. Puis tout d'un coup, il fallait que ce soit fait avant Noël. On se dit, ouais, mais là, il faut vraiment que ce soit fait parce qu'on vend, mais il faut qu'on commence à automatiser. Et tu as lancé un challenge. Et ça tombait pile poil dans les dates. Dans les dates que vous aviez fixées pour faire votre lancement, dans votre propre date limite que vous avez dit, OK, maintenant, on arrête de procrastiner. Elle dit, regarde, on s'inscrit, c'est la date qu'on veut et ça va nous mettre un coup de pied derrière et ça va nous obliger. Si on s'engage à avoir fait pour cette date-là, on va faire pour cette date-là. Donc, on s'est inscrit au challenge et on a suivi tant bien que mal chaque étape. Parce qu'on n'était pas forcément des bons élèves. Étienne n'était pas beaucoup là, donc moi, je pouvais faire plein de trucs, mais quand il n'était pas là, c'était pas évident. Et voilà, donc on n'avait été des bons élèves, mais les résultats ont été incroyables parce qu'en fait, on avait une liste de plus de 700 personnes qu'on a relancé comme ça, du jour au lendemain, pour certains après 2 ans, en disant, donc là, tu parles de la liste acquise pendant 2 ans à récolter sur les salons. Donc 700 personnes. On n'a jamais parlé. Voilà, pour beaucoup de personnes, 700, ils disent waouh, 700 prospects. Mais au final, si je dis sur 2 ans, ça fait un peu moins de 1 prospect par jour récolté en allant de salon en salon. Combien d'entre vous pensent que si vous alliez faire tous les salons dans votre secteur, vous arriveriez peut-être à avoir 1 prospect par jour en faisant le tour des salons? Ok, donc vous avez contacté cette liste de personnes que du coup, vous n'aviez jamais recontacté entre-temps, en disant salut, vous vous souvenez de nous, on fait un webinaire. C'est ça, on fait une présentation en ligne. On a eu 160 inscrits et on savait qu'en moyenne, il y avait 30% de personnes qui venaient. Donc voilà, on est donc ça, c'est la moyenne normale d'un webinaire, souvent, de s'attendre à ce qu'il y ait 30% des gens inscrits qui viennent. C'est la moyenne. C'est possible de monter jusqu'à 50-60%. Si vous avez la classe mondiale, c'est ça. Et en dessous de 30%, ça veut dire qu'il y a quelque chose à améliorer. Donc vous êtes parti sur l'idée qu'il allait y avoir 30% qui seraient là. C'est ça, c'est ce que je lui ai dit. Je pense que si on a 30%, c'est bien. Donc, avec ça en place, c'est bon, quoi. Et donc, le jour J, on allume et tout de suite, on était à 100. Et voilà, on a fait toute la séquence. On avait 100, il y avait 100 personnes. Il a reçu 40 mails de personnes qui étaient pas contentes, qui étaient à la porte, qui n'avaient pas pu rentrer. Et on a eu en précommande, je suis plus sur au détail près, mais c'était 75 inscrits. C'est pour 75 hectares. Il y avait plus de la moitié des personnes qui avaient commandé. Donc, fois 25 000 euros, parce que c'est 25 000 euros l'hectare. Donc, si j'ai bonne mémoire, ça faisait 1,8 million. Quelqu'un peut sortir une calculette et faire 25 000 euros fois 75 hectares pour nous vérifier le calcul. Et donc, ça, c'était le premier webinaire. Donc, déjà, ça mérite, je pense, un petit... là, ça mérite aussi, je pense, un petit... pour Étienne et Laetitia, pip, pip. Oui. Et rapidement, est-ce que tu veux bien... Ah, quelqu'un me dit pour la réponse, quelqu'un a fait le calcul.
Oui, 1 875 000. Ah ouais, félicitations pour ça et surtout, donc merci. Et surtout, vous vous souvenez de ce que je disais tout à l'heure par rapport à la télécommande? Est-ce que c'est le seul webinaire que, du coup, pour son activité, que Étienne fera dans sa vie? Non, puis surtout, tu nous as envoyé un message en disant, il y a un petit écho, que tu nous conseillais de recommencer rapidement. Donc, il y avait plein de choses. Donc, on a mis un mois avant de faire le webinaire d'après, de réécrire à la même liste. Et on a eu les mêmes résultats, en fait. On a reçu exactement les mêmes résultats. En sachant que c'est de la prévente. Enfin, c'est de la prévente. C'est que les gens ne payent pas comme ça. S'ils ont pris 3 hectares, 75 000 € en direct, en ligne. Il y a des étapes où il faut qu'ils vérifient qu'ils ont la bonne terre, qu'ils fassent une étude de sol, qu'ils aient leur emprunt là, à la banque. Donc, ça, c'est pas du jour au lendemain, mais les contrats se valident au fur et à mesure du temps. Et c'est en cours, il y a des plantations. Donc voilà, en ce moment, les contrats sont en train d'être perçus. Donc c'est les ventes qui ont été faites en décembre et en janvier sont en train d'être encaissées là, en ce moment. Les contrats sont en train d'être signés. Il y a plein de plantations en ce moment. Mais souvent, si l'agriculteur a déjà prévu de planter du maïs ou du blé et que voilà qu'il a décidé de prendre du bambou maintenant, il faut qu'il mette de l'irrigation. Ça demande une installation, ça demande. C'est pas du jour au lendemain qu'on plante le bambou, puis on plante que ici en ce moment pendant 3-4 mois, enfin 3 mois je crois. Donc si on a déjà planté, c'est pour l'année d'après. Donc mais bon, ça reste immense. Et du coup, donc déjà félicitations pour ton premier lancement, pour le lancement à 2, et du coup ensuite, après c'est à nouveau ton tour, donc, donc je crois en quelques mots pour clore sur le dernier épisode du coup, le dernier épisode ça a été que tu as relancé pour toi. Oui, avec le sujet d'après, parce que j'ai mes clients qui attendaient depuis 2 ans derrière, qui est la suite. Donc ça demandait un certain temps aussi de préparation, donc le thème c'était le potager. Donc, j'ai fait mon premier webinaire, donc ce qui était quand même beaucoup plus facile que le lancement orchestré, même si faut oser se lancer et le faire. Pareil, j'ai fait mon webinaire sans que je sois prête. J'avais pas fini la présentation, j'avais pas fini le prix. Le jour même, je dormais, Étienne a mis pour moi les prix sur ma slide parce que j'avais pas fini. Donc, je me suis connectée, j'ai fait le webinaire. Et j'ai noté là, j'avais 51 présents. J'ai fait tout de suite 19 ventes durant le premier webinaire. Mais pareil, j'en ai fait un deuxième une semaine après et il y avait tous les mails de suivi. Et au total, j'en ai vendu 72. Merci pour la traduction en français de France. Et donc, c'est presque 14 000 € de vente pour ces ateliers. Et le prochain webinaire pour le challenge d'après, c'est mardi avec un partenaire et j'ai 720 inscrits, je crois, pour participer au webinaire. Ah, ça, c'est en train de prendre de prendre de l'envol. Pour Laetitia, pip pip. Ouais. C'est super. Ouais. Donc, même si on a juste une idée de petits dessins pour enfants, limite coloriage, il y a des possibilités ça s'améliore au fur et à mesure qu'on le met en place. Si on veut faire un webinaire, ça veut dire que tu regrettes pas de plus avoir un vrai job d'architecte? Jamais je fais marche arrière. Jamais. Merci beaucoup Laetitia pour ton partage. J'ai vu dans le chat ceux qui sont épatés par la progression et surtout merci beaucoup d'avoir accepté de partager malgré le fait que vous étiez mauvais élève. Alors là on fait un peu la tournée des mauvais élèves puisque mon prochain je vais demander à Jamel s'il veut bien de nous dire quelques mots et figure aussi dans la liste des mauvais élèves puisque sur le premier challenge on pourra en parler. Jamel, j'aimerais bien que tu prennes la parole, si Meredith peut nous remettre. Donc Jamel, est-ce que tu peux expliquer un petit peu où est-ce que tu en es fait dans ta vie professionnelle, personnelle, avant de nous rejoindre, ton expertise, ce qui t'a amené à nous rejoindre sur le challenge? Merci Sébastien. Moi, je suis un consultant en management et performance d'entreprise et je travaille sur plusieurs pays à l'international. Depuis notamment
Dubaï, Alger, Égypte, donc beaucoup autour de la Méditerranée, pour avoir auparavant travaillé pendant 10 ans dans des grands cabinets de consultants internationaux où je me déplaçais partout. Et je siège à Montpellier. Depuis mars 2020, depuis le Covid, je me suis retrouvé immobilisé à Montpellier parce que les frontières étaient fermées et avec la nécessité de digitaliser mes activités pour pouvoir continuer à servir mes clients et pour aller vers le nouvel enjeu. Donc, je me suis engagé dans la formation de Sébastien et cela a été très positif. Donc, de mettre en place, donc de comprendre déjà comment faire pour mettre en place les basiques, les fondamentaux pour pouvoir digitaliser une activité de consultant. Ça, c'était très bien. C'était très long, donc énormément de techniques, énormément de vidéos, énormément de connaissances à acquérir, car au départ, je n'ai pas une culture de développeur. Donc, c'était beaucoup de travail. Et je me suis focalisé sur mes priorités. J'ai défini ma priorité, donc je suis plus allé vers le fait de faire du high ticket, comme on dit dans ce jargon, que autre chose. Donc, si tu me permets pour ceux qui ne connaisseraient pas cette expression, donc high ticket, c'est l'idée d'aller dans le haut de gamme sur ton marché et donc d'aller proposer au lieu, c'est exactement la stratégie opposée du produit d'appel. High ticket, c'est de dire, mais en fait, on va être dans la gamme haute des prix qui se pratiquent sur le marché en apportant beaucoup de valeur avec notre produit de façon à pouvoir facturer plus cher par client, par produit, par service, par contrat. Donc, au départ, en travaillant 10 ans dans des grands cabinets internationaux, j'ai appris à travailler avec des multinationales et des grandes entreprises. Aujourd'hui, mes clients sont assez prestigieux. Ça a été Microsoft, HSBC, AXA, Seva, Sagem, Canal+, et j'en passe. Et ensuite, j'ai décliné cette offre de prestations pour l'amener vers des PME de 10 à 50 et aussi vers des TPE. Des TPE, donc comme vous, comme nous. Donc, en m'engageant dans cette formation, je me suis dit, je vais sécuriser mes activités en faisant du étiquette. Et là, j'ai utilisé les outils de cette formation pour fabriquer une offre allant vers ses clients étiquettes de manière digitale. Alors, ça a été intéressant parce que quand on fait de la vente grand compte, comme vous le savez, ça nécessite 5, 6, 7, 8 rendez-vous. Oui, le cycle de vente est très très long. Oui, ça peut prendre entre 3 et 6 mois de vendre. Mais quand on vend, c'est bien parce que les récurrences sont rapides, on est validé dans le système administratif de la multinationale et tout va vite. Mais pour moi, l'enjeu de m'engager dans cette formation, c'était de faire du volume, de la formation interentreprise qui s'adressait à des quantités de chefs d'entreprise. Donc, du coup, je suis devenu un mauvais élève par rapport à la formation. L'aspect positif, c'est que le côté high ticket s'est très bien passé. J'ai eu une série de high ticket décrochés, donc avec un plan de charge, un business plan intéressant. Et j'ai mis du temps à mettre en place le dispositif qui va s'adresser à la masse des chefs d'entreprise, mais nous sommes quand même bien avancés là-dessus, au 3e challenge. Durant les 2 premiers, le premier, j'ai dû abandonner au milieu pour servir le premier gros client. Le 2e, j'ai essayé de faire les 2, mais c'était difficile. Et puis le 3e, j'ai compris pourquoi c'était difficile et ce qu'il fallait faire pour bien le faire. Donc pour moi, c'était difficile parce qu'en fait, je me suis éloigné, cher Sébastien. Je me suis éloigné de la méthode. Je me suis éloigné de la méthode. Ce que je trouve intéressant, qu'il faut que je clarifie, c'est que du coup, dans le cadre de notre programme, c'est un programme où on fait 4 challenges par an, puisque je vous ai dit sur l'année et demie qu'il faut viser de mettre en place 6 toboggans. Donc c'est tout à fait logique dans l'année de se dire on vise de se faire 4 challenges dans l'année. Et du coup,
Notre principe sur le challenge, c'est qu'on déclare forfait à les personnes qui n'arrivent pas jusqu'au bout de ce challenge. Parce qu'on a justement cette responsabilité personnelle, c'est quelque chose qui fait partie de la motivation plutôt que de procrastiner. Parce que beaucoup d'entre vous ont déjà, peut-être vous avez suivi des formations sur Internet, à droite, à gauche, etc. Et vous étiez dans une situation où vous avez pris tout le volume de vidéos quand vous avez l'information, vous avez cherché une étagère, vous l'avez trouvé, vous avez posé là, en disant, comme on disait hier, dès que j'aurai une après-midi avec 36 heures de disponible, je regarderai ça et je le procrastine. Donc notre principe du challenge qui est je vois Guy que ça fait rigoler. Donc notre principe du challenge, c'est de dire, du coup, pour être en mode anti-procrastination, on a ce principe où vous avancez sur votre feuille de route. Donc ça, c'est la feuille de route qu'on donne dans le cadre du programme, mais il y a une version numérique de la feuille de route qui est un document qui est en ligne et où votre coach succès, il voit à mesure que vous cochez, que vous avancez dans les étapes. Ça nous permet en temps réel de voir où est-ce que vous en êtes, sur quoi vous avez besoin d'aide, qu'est-ce que vous avez rempli, etc. Et donc, même en ayant été forfait, Jamel, c'était sur ton premier challenge, je crois. Sur ce premier challenge, tu as en fait quand même fait du chiffre d'affaires à cause de ce que tu avais déjà commencé à mettre en place. Oui. Alors là, ce qui était intéressant dans la méthode, comment je vais l'appeler, la méthode digitale pour faire du high ticket, c'est que si on faisait de la vente physique, ça prendrait 5, 6, 7, 8 rendez-vous. Or, là, de mettre en place ce dispositif-là fait que le client va recevoir des mails explicites, avec des vidéos explicites, avec une explication de démarche explicite, et qui fait que le 7-8 rendez-vous devient 2 rendez-vous. Pour vendre un grand compte, là où c'est censé prendre 6 mois, ça peut prendre 3 semaines, 1 mois. Et comme vous en démarchez 10, 15, 20 en parallèle, on va pouvoir se focaliser que sur les 3-4 priorités qui matchent, qui sont notre avatar et qui matchent. Donc, la méthode est intéressante. Les erreurs si je faisais un partage d'expérience, les erreurs que je pense avoir faites, c'est, je disais, m'être éloigné de la méthode et du plan d'action proposé par Sébastien, qui est une méthode éprouvée. Et les critères de succès, c'est de me dire que j'ai compris mon erreur de m'éloigner de ça, et donc je me suis mis à revenir avec cette phrase dont on rigole beaucoup, étape par étape, pas à pas, sur cette méthode-là. Et aussi un autre critère important, c'est que je n'ai jamais autant progressé que quand j'ai travaillé avec un buddy, avec une équipe. Donc, c'est-à-dire un binôme, tu as quelqu'un en binôme avec qui en fait tu avances sur le projet en même temps? Absolument. Et ça me paraît indispensable. Donc, il y a eu plusieurs personnes. Je fais des clins d'œil à Olivia, à Dominique en particulier, à Jérôme aussi, où on a passé des longs moments à plancher ensemble sur System.io. Parce qu'on se dit System.io c'est facile par rapport à WordPress, etc. Mais quand on débute et qu'on arrive, c'est pas si facile que ça. Et là où je vais passer 3 soirées, par exemple, sur le fait de mettre en place le système de paiement ou pour programmer l'autorépondeur, et à la 3e soirée, je dis allez hop, je ferme le dossier, je le mets sur l'étagère et je vais vers mes urgences et mes priorités, je laisse traîner le truc. Mais là, le fait de travailler en équipe a fait que on va vachement vite sur des brainstorming, sur des réflexions. On fait un partage de connaissances, un partage de documents, un partage d'expériences, un partage de méthodologie, qui fait que ça devient un énorme accélérateur de compréhension et de réussite. Donc, les moments durant cette année où j'ai le mieux progressé, c'est quand on était en petit groupe pour réfléchir ensemble et définir les méthodologies gagnantes. Ok, je suis à 100% pour cette philosophie d'avancer en binôme ou en petit groupe et l'efficacité que ça a. Alors aujourd'hui, du coup, quel impact sur ta vie, puisque ce besoin d'aller digitaliser, raccourcir ton cycle de vente, éviter d'avoir 8 rendez-vous, aujourd'hui, qu'est-ce que ça a commencé à changer en termes de
confiance dans ce projet et qualité de vie? Alors, très, très bonne question. Pour ma part, je prenais beaucoup l'avion, je faisais beaucoup de déplacements. Pour mon plus grand bonheur, j'aimais ça. Mais j'ai jamais réussi à trouver le rythme idéal. Donc, j'ai tout essayé. Donc, une semaine, un mois, entre mes différents lieux de travail sur plusieurs pays. Et en fait, il y a pas de solution. C'est-à-dire que quand on est ici, on n'est pas là-bas et les clients veulent nous voir, veulent qu'on passe du temps avec eux. Et finalement, au bout de 6 ans, 7 ans de travail comme ça, je me rends compte que la solution universelle, c'est la digitalisation. Donc, c'est la machine à vendre qui fait que on peut être nulle part et partout en même temps, puisqu'on travaille sur le cloud, en virtuel. Donc ça, c'est fantastique. Ça permet de travailler à partir de la maison, d'avoir une équipe qui est géographiquement partout. Et l'expérience du Covid m'a fait comprendre, moi, à mes collaborateurs, que en fait, on peut être éloigné géographiquement, mais si la relation est de qualité, en fait, grâce à Zoom, on est très proche. Et les gains de temps sont que pour amener les enfants à la crèche le matin ou à l'école, c'est chouette. On déjeune en famille, on dîne en famille. Donc la qualité de vie est nettement supérieure. Et en discutant avec des tas d'entreprises, je pense que de nombreux professionnels ne reviendront pas sur les méthodes d'avant la crise Covid. C'est-à-dire que la digitalisation et le télétravail oui, il y a un cap qui a été passé. Donc, merci beaucoup pour ton partage, Jamel. Félicitations, puisque j'avais noté, j'avais dit, waouh, déjà 25 000 € faits en étant forfait. Ça veut dire qu'une fois, en mettant tout en place, je suis impatient de voir les résultats et je pense que voilà, de devoir avancer avec le binôme, avec Dominique là, et l'objectif fixé, ceinture verte, si j'ai bonne mémoire, d'ici le prochain challenge. Ceinture marron. Ceinture marron. Ok. Deal. Donc ceinture marron pour d'ici le prochain challenge, marché conclu. Donc ça mérite. Félicitations, tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour Jamel. Pip pip. Bravo Jamel. Jamel. Ceinture marron. Alors, puisque Jamel a mentionné, je crois que dans les petits groupes, il travaille avec Olivia. Est-ce que Olivia, tu voudrais bien partager un petit peu, puisque je crois que tu as récemment commencé à proposer ta nouvelle offre sur les webinaires des précédents challenges. Quand on a commencé le premier challenge, tu étais toujours présente pour la danse, l'amorçage, etc. Je sais pas combien, sur le total des sessions de l'amorçage, le pourcentage des sessions où tu as été absente est quand même très peu de sessions. Donc, très peu. Donc, Chaque fois, c'est que j'étais en déplacement, que je pouvais pas être là, mais peut-être 2 ou 3, j'ai manqué en 3 challenges. Du coup, est-ce que tu veux bien nous partager, où tu en étais dans ta vie professionnelle personnelle quand tu nous as rejoints? Quel était ton grand rêve en rejoignant les challenges? Alors, moi, à l'origine, j'étais dans la gestion de projet. Donc, j'organisais des grands événements pour des multinationales en agence d'événementiel à Paris. Donc ça, c'est mon métier de base. Et comme toi, Sébastien, en fait, je faisais un métier de rêve en apparence. Donc, j'avais un super salaire, j'avais une super maison, j'avais plein de... Voilà, tout ce qui, en apparence, peut faire croire que finalement, j'avais le job de mes rêves. Et en fait, j'étais pas du tout heureuse dans mon travail. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2009, j'ai fait une crise de la trentaine et j'ai tout lâché. Et donc, je suis partie un peu à la recherche de moi. Et je vous passe les détails. Donc, je suis partie à la recherche de ma mission de vie. Donc, j'ai une recherche spirituelle, développement personnel. Je suis partie voyager. Voilà, j'ai fait plein de choses. Et j'ai fait plein de jobs de rêve
que je voulais faire en fait. Donc beaucoup de choses artistiques. Donc j'ai fait du théâtre, j'ai travaillé voilà, à la radio, j'ai réalisé des. Donc attends, tu as enchaîné les jobs. Attends, juste pour être. Attends, excuse-moi, juste pour être sûr que j'ai bien compris. Tu avais un job de rêve du coup sur le papier, mais qui ne convenait pas, et tu as enchaîné les jobs de rêve. Alors quel souci il y avait avec le job de rêve numéro 2, numéro 3, numéro 4? Donc effectivement, le premier job, c'était quelque chose qui était en apparence sur le papier, mais j'étais pas heureuse. Et ensuite, du coup, je suis allée enchaîner plein de jobs qui me plaisaient. En fait, au fur et à mesure, c'était des jobs de rêve, mais comme j'évoluais, ça changeait. C'est-à-dire que il y avait toujours quelque chose plus ou moins qui fonctionnait pas. Et moi, mon grand rêve, justement, c'était de devenir libre sur tous les points. C'est-à-dire libre géographiquement et libre de mon temps. Donc, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas dans cette quête de liberté. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait plein de jobs qui me plaisaient énormément, mais il y avait, oui, effectivement, toujours quelque chose qui n'était pas, soit au niveau du géographique, en fait, j'étais très dépendante de là où j'étais. Et donc ça, c'était un frein pour moi parce que j'avais envie de pouvoir faire mon activité d'où je veux, en fait. Et donc, voilà. Et je voulais aussi quitter Paris. Et ça, c'était aussi un de mes grands rêves. Et ce qui s'est passé, c'est que personnellement, donc dans ma vie personnelle, j'ai rencontré quelqu'un et donc mon mari actuel qui m'a demandé en mariage. Et à l'époque... ça se fait aussi. Attends, en fait... alors, je t'entends pas, Sébastien. Excuse-moi. Je disais, ça se fait aussi enfin... C'est toujours ton mari actuel, on est d'accord? Oui. Donc ça se fait, non? Donc, s'il vous plaît, pour Olivia Pipip. Ouais, félicitations. Ok, donc demande en mariage. Donc demande en mariage en 2016 et là, chamboulement puisqu'il vivait en Italie et que c'est un Italien et que du coup, il fallait que, si je faisais le grand saut, il fallait bien qu'on fasse un choix sur le pays où on allait vivre, donc soit l'Italie, soit Paris. Lui, à l'époque, il était en France et moi, comme j'avais envie de quitter la France et que lui, il avait déjà une activité, qu'il était déjà entrepreneur là où il était, j'ai dit, banco, en fait, mon rêve, ce serait de vivre en Italie, de vivre ailleurs et donc je l'ai suivi et donc, voilà. Donc, le grand challenge à l'époque, c'était que je ne parlais pas italien quand j'ai quitté la France. Et donc, je suis partie vivre dans un pays où, justement, je ne parlais pas la langue. Donc, ça, c'était le gros frein. Et donc, j'ai dû commencer à travailler dans son entreprise en tant que... Donc, moi, je gérais, comme c'était ma spécialité, le marketing, la communication. J'ai, en gros, fait décoller son entreprise. Et donc, j'étais dans la gestion de son entreprise à lui. D'accord, mais ce n'était pas ta propre activité, c'était celle de ton mari. Exactement. Alors du coup, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir créer ta propre activité? Eh bien, c'est aussi une question d'éducation et puis moi, j'ai commencé à travailler très jeune. Dans ma famille aussi, on a des modèles de femmes qui sont indépendantes et j'ai été éduquée comme ça. Donc, pour moi, c'était hors de question que je dépende de mon mari. Donc, j'ai bien voulu faire ça au départ parce que voilà, je vivais en gros exactement la vie dont je rêvais, mais ce qui me manquait, c'était justement d'avoir cette autonomie, cette indépendance financière et de créer mon activité à moi, sans dépendre de lui. Et donc, progressivement, j'ai voulu justement chercher une activité qui puisse me permettre de pouvoir exercer aussi à distance, ce qui n'était pas évident parce que j'ai toujours exercé à Paris. Donc voilà, j'ai réfléchi à une activité que je pouvais faire en fonction de mon expérience. Et comme j'ai enchaîné les jobs de rêve, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais accompagner des femmes à créer le job de leur rêve, puisque c'est ma spécialité depuis 10 ans. J'ai enchaîné en fait des jobs qui avaient énormément de sens pour moi. J'étais extrêmement épanouie dans ce que je faisais. Donc voilà.
Et du coup, quelles étapes tu as... Excuse-moi. Du coup, quelles étapes tu as entrepris, quelles actions tu as entrepris pour ça? Déjà, qu'est-ce qu'il en a pensé ton mari que tu décides de lancer ton propre projet? Parce que du coup, ça te faisait débarquer du bateau de son entreprise pour lancer le tien. Et quelles actions, du coup, tu as entrepris avec quels résultats? Alors pour lui, c'était très difficile d'accepter. D'ailleurs, je pense que c'est toujours difficile pour lui. Genre tous les 2 jours, il me demande de travailler dans son entreprise. Donc c'est un vrai challenge aussi au quotidien parce que il travaille seul. Bon, il a des assistants, mais en même temps, pour vraiment avoir la vision stratégique de l'entreprise et tout ça, j'ai toujours été là pour l'accompagner. Et donc là, j'ai un peu moins de temps. Je suis toujours là, hein, je suis toujours présente aussi quand même dans son entreprise pour les décisions stratégiques. Donc c'est difficile. Voilà, je suis j'essaie de jongler entre les deux. Par contre, ce que j'ai mis en place dans mon entreprise, c'est que, alors, c'était aussi un challenge parce qu'il a fallu me former aussi. Donc, je suis coach maintenant. Donc, j'ai créé un blog, ce qui m'a permis d'avoir une liste de prospects, et donc de créer le lead magnet, donc avec la page de capture et puis d'avoir des prospects. Là, je commence à avoir une liste assez importante. Donc, j'ai un blog sur les clés de la réussite au féminin et qui s'appelle superwomensecrets.com. Qui est en quelle langue finalement? Qui est en quelle langue du coup le blog? Il est en français ou en italien? Il est en français. Donc le challenge, c'était de m'adresser, comme je ne parlais pas italien à l'époque, donc maintenant je suis bilingue, mais à l'époque je ne parlais pas encore bien italien. Donc le challenge, c'était justement de m'adresser à une cible francophone en étant dans un autre pays. Donc c'était ça aussi, c'est qu'il fallait que je puisse faire une activité qui puisse me permettre de travailler en français, tout en n'étant pas en France. Est-ce que tu as eu des doutes sur ta capacité à faire ça quand tu as lancé le projet? Oui, c'était pas forcément évident puisque mon activité, il fallait que je la fasse 100% en ligne. Donc, c'était ça le gros challenge. Il fallait que je trouve le moyen d'avoir une activité que je puisse faire 100% en ligne, puisque sinon j'aurais pu être coach en Italie. Mais comme je parlais pas très bien italien, je me sentais absolument pas capable d'être coach en italien au départ. Même si maintenant je pourrais dans l'absolu le faire, mais je me sens quand même beaucoup plus à l'aise en français. Donc, il fallait que je trouve le moyen absolument d'exercer mon activité en ligne. Et du coup, quand tu as lancé cette activité en ligne, donc tu disais, tu récupères des prospects via ton blog. Et maintenant, comment est-ce que tu leur vends? Donc, quand est-ce que tu as lancé pour la première fois pour commencer à vendre? Quel résultat, combien de prospects tu as aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait récemment pour leur vendre? Alors, aujourd'hui, j'ai à peu près 2000 prospects sur ma liste, sans compter mon groupe Facebook et tout ça que je n'utilise pas trop en ce moment. Mais du coup, j'avais une liste de 2000 prospects que je n'utilisais pas, en fait, parce que c'est des prospects que j'ai de manière naturelle grâce au référencement naturel de mes articles. Donc, ça fait à peu près 1 an que j'écris plus sur mon blog. Je suis plus trop active, mais en tout cas, j'ai des prospects très, très réguliers. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis donc inscrite au programme de la machine à vendre fin 2019. Et j'ai commencé à mettre en place les actions, mais surtout à partir du premier challenge en décembre de l'année dernière. Et là, j'ai commencé à mettre en place mon premier webinaire. Donc, j'ai fait ma première vente. Alors, je commençais déjà à coacher sans webinaire, mais c'était pas forcément évident. Donc, c'était plus par le bouche à oreille. Et puis, mais vraiment, disons, pour utiliser ma liste sur Internet et tout ça, c'est vraiment à partir du premier challenge que ça a commencé. Donc, j'ai fait mon premier webinaire en décembre de l'année dernière. Donc là, il y a 6 mois. Et sur ce premier webinaire, tu as eu combien de personnes qui sont venues et qu'est-ce qu'il a donné? Comment tu te sentais en te mettant sur scène, en appuyant sur le bouton live, démarrer la réunion sur ton premier webinaire, et qu'est-ce que ça a donné?
Alors, j'avais peur. Hein. J'étais pas du tout. Pour moi, c'était le grand saut parce que je voyais, c'était mon grand rêve aussi de pouvoir faire ça. Ça faisait des années que j'avais cet objectif de faire des webinaires, mais que je procrastinais et donc j'avais toujours des excuses en fait. Des excuses et puis des peurs surtout qui m'empêchaient de passer à l'action. Donc, je l'ai fait, même si j'avais peur, je l'ai fait, quoi. Parce que j'ai justement suivi, il fallait que je termine le challenge, donc j'étais obligée de le faire. Et du coup, tu l'as fait quand même, tu t'es accroché. Est-ce qu'il y a eu... donc, pas de soucis techniques, ça s'est bien passé sur le plan technique? Non. J'ai eu énormément de problèmes techniques au début, donc surtout sur ma séquence, dans mon autorépondeur, beaucoup de problèmes techniques. Et donc, toutes les personnes qui se sont inscrites au webinaire n'ont pas reçu mon mail de confirmation avec le lien du webinaire. Et j'ai quand même réussi à avoir une trentaine de personnes présentes. Je ne sais pas comment elles ont fait pour accéder à mon lien. Je pense qu'elles étaient tellement motivées qu'elles ont dû retrouver le lien au moment de l'inscription. En fait, j'envoie une page de remerciement. Enfin, il y a une page de remerciement au moment de l'inscription avec le lien du webinaire. Et puis, j'avais lancé certainement une relance un jour avant ou 2 jours avant avec le lien. Normalement, toute la séquence pour rappeler le lien du webinaire, c'est le jour même, en fait, c'est le jour J. Donc, le matin, l'après-midi et au moment du webinaire. Donc, il y a 3 rappels. Et c'est ces 3 rappels-là, en fait, qui ne sont pas partis. Donc oui, j'ai eu des obstacles, ouais. Et du coup, malgré ça, les warriors qui ont trouvé le moyen de venir à ce webinaire, donc les 30 personnes, est-ce que tu as, dès le premier webinaire, fait des ventes? Oui, j'ai fait 1 500 € de vente pour mon premier webinaire. Alors déjà, ça se fait, premier webinaire, directement faire des ventes, ça se mérite. Alors pour Olivia, s'il vous plaît, pipi. L'italiano molto bene. Donc du coup, donc déjà félicitations pour ça, Olivia. Et du coup, tu as fait un webinaire, tu as fait 1 500 € et tu as dit je prends ma retraite, j'en fais plus jamais, j'arrête là, ou bien t'en as refait entre-temps? Non, alors à partir de ce moment-là, en fait, j'ai commencé à flipper à mort parce que j'avais pas mon produit de créer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu mon produit qui n'était pas créé encore. Et à ce moment-là, j'ai eu justement cet obstacle de me dire oh là là, mais comment je vais faire? Il faut que je me concentre sur la livraison, même si c'est une seule cliente. Et je pense que ça a été de trouver l'équilibre pour ne pas, j'ai pas réussi à faire d'autres webinaires derrière, justement parce que j'avais peur de pas être en mesure de livrer. Et ça a été mon plus gros obstacle, justement, pour pas recommencer. Et donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que j'avance un peu dans la formation. Donc là, c'est bon, j'ai au moins mes 2 premiers modules. Justement, ça me rassure pour pouvoir faire mon prochain webinaire là et pour vendre plus facilement, quoi. Du coup, je m'auto-sabotais parce que je n'avais pas envie de vendre. J'avais peur de vendre, de peur de ne pas être en mesure de délivrer et puis de répondre à ma promesse. Ok, alors ce qui est intéressant, c'est que d'expérience à part coacher plein de personnes, il y a une catégorie de problèmes que j'appelle les bons problèmes à avoir. Et certains d'entre vous disent, j'ai vu Guy par exemple dans le chat dire oui, mais du coup, moi c'est le problème que je veux éviter. Donc il y en a qui en fait disent non, moi je vais surtout pas le vendre avant d'avoir créé le truc, le machin, le produit, le prototype, la formation, le coaching, etc. Parce que je veux que ça soit prêt avant de le vendre, donc je vais pas le vendre avant. Et du coup, ça leur permet de ne pas se mettre à vendre et en même temps, ils finissent jamais le truc. Donc du coup, ils préfèrent rester sur place. Par contre, une fois qu'on a dit bon bah ok, c'est vendu, là il y a plus cette option de ne rien faire et donc du coup on avance et on progresse. Donc du coup là tu as avancé, créé tes modules. Donc félicitations pour ça. Quelles sont tes perspectives pour la suite et comment tu te sens d'avoir lancé ton propre projet et de du coup
Alors déjà, qu'en dit ton mari une fois que tu as fait la première vente? Voilà, comment tu te sens maintenant pour la suite? Déjà, je voudrais dire par rapport à ça, c'est que j'ai vraiment appliqué ce que tu m'as conseillé de faire, hein, Sébastien, même si c'était pour moi c'était très contre-intuitif. J'étais pas du tout dans ma zone de confort, le fait de vendre un produit qui n'existait pas. Mais j'ai voulu appliquer ce que tu m'as dit, donc je l'ai fait. Et donc pour ça, je pense que c'était important aussi de suivre ton conseil pour voir si ça marchait. Et effectivement, j'ai fait une vente. Donc ça, c'est la preuve aussi. C'était la preuve que mon produit, mon offre fonctionnait. J'ai eu énormément de gens qui me disaient je suis intéressée, c'est pas le bon moment pour moi. Donc c'est pas uniquement le fait d'avoir fait cette vente, c'est-à-dire que j'ai eu plein de gens qui m'ont dit je suis intéressée, mais c'est voilà. Mais c'est pas forcément ou le bon moment, ou bien j'ai pas le budget pour le moment, mais je mets de l'argent de côté pour le faire après et tout ça. Donc c'est un moyen vraiment de valider en fait le marché. Donc ça m'a permis de valider le marché. Et puis maintenant, je me sens beaucoup plus à l'aise pour le faire. Alors maintenant, les webinaires, j'en ai fait deux autres depuis. Enfin, un et demi, parce que le dernier, c'était pas un vrai webinaire. Donc, au total, j'en ai fait 2. Et je peux dire que, bon, là, je suis bientôt, je vais atteindre le 3e dan, ceinture jaune 3e dan, les 10 000 euros. Donc les 10 000 euros sont apportés. Donc, les 10 000 euros sont à portée de main, là. Oui, très bientôt. Ok, félicitations pour Olivia. Pip pip. Ouais. Ouais. Bravo Olivia, félicitations. En 2 webinaires seulement. Ah oui, puisque du coup le premier webinaire c'était la première vente, et donc le deuxième webinaire, puisque tout à l'heure je parlais de la télécommande qui refaisait la même chose à chaque fois, et là en fait ta télécommande elle a fait 1500 sur le premier, elle a fait plus sur le deuxième. Elle est déréglée ta télécommande, elle fait rentrer. Du coup quel résultat sur le toboggan suivant? J'ai fait plus de 2 000 euros sur le suivant. Mais en fait, quand je dis c'est sur 2, parce que en réalité, j'ai fait 2,5. J'ai fait un 3e webinaire là derrière, et à chaque fois, j'augmentais le prix. Donc, suite à ton séminaire où tu nous disais justement, tu nous as parlé des seuils psychologiques. Donc, je suis partie de 1 500. Aujourd'hui, j'ai doublé mon prix de vente en fait. Donc, aujourd'hui, je suis mon programme coûte 3 000 euros. Et donc voilà. Et j'ai des futurs clients là qui sont en attente et qui vont certainement signer là dans très peu de temps. Ok, félicitations. Merci beaucoup pour ton partage. Félicitations. Merci beaucoup pour ton partage, Olivia, que je trouve inspirant. Et je le disais dans l'exemple de Catherine qu'on a vu en reportage, qui voulait sortir un peu de l'ombre d'être juste professionnellement femme à un tel. Pour toi, c'était une motivation différente que de dire c'est mon projet que je crée, et je trouve ça super. Et en plus, tu montres que c'est possible de faire tout en ayant toujours ce rapport bienveillant où tu apportes aussi à l'entreprise de ton mari quand même si du coup ça fait que des fois tu dois un petit peu être en multitâche, et tu as quand même réussi à aller jusqu'au bout, à mettre ça en place et à avoir ce développement qui est en cours avec cette croissance constante des résultats. Et du coup, juste pour terminer sur la réponse à la question de Guy, Keren et Gésia, du coup les personnes qui achètent maintenant, qu'est-ce que tu leur livres, puisque tu parlais de la création au fur et à mesure? Est-ce que c'est ce programme, qu'est-ce que ces personnes reçoivent? Donc c'est un programme d'accompagnement à la fois du coaching individuel aujourd'hui, parce que dans les premiers clients, pour leur donner beaucoup de valeur, c'était un programme individuel, mais très très vite en fait je vais switcher sur du coaching de groupe. Parce que je vais avoir plus de monde et du coup, je vais pouvoir me permettre d'accompagner les personnes. Donc, en parallèle de cet accompagnement, elles ont un programme, une formation en ligne avec des fiches pratiques et des fiches pratiques à télécharger pour, justement, c'est des exercices d'auto-coaching, d'introspection, de réflexion sur leur projet. Le but étant de trouver leur voie et de créer le job de leur rêve, en fait. Donc c'est vraiment, comme je suis designer de carrière sur mesure, ça veut dire qu'au lieu de designer un produit,
comme mon métier à la base, c'est que je suis aussi designer graphique, j'utilise en fait la méthode du designer, du vrai designer, pour designer non pas des produits, mais designer en fait la carrière des personnes, la carrière de rêve des personnes que j'accompagne. D'accord, donc bien que au début, tu as fait de la prévente et maintenant, tu as des choses qui sont déjà construites que quand les clients achètent, ils reçoivent tout de suite. Oui, c'est ça. Ils ont accès à la plateforme de formation avec des choses déjà qu'ils peuvent regarder, des vidéos, des fiches pratiques. Et en parallèle de ça, elles prennent rendez-vous avec moi aussi très régulièrement. Donc, c'est un programme qui dure 6 mois. Et donc, elles peuvent prendre rendez-vous aussi avec moi au fur et à mesure du programme. Ok, donc félicitations d'être déjà en train d'approcher les 10 000 euros. Ok, donc félicitations d'être déjà en train d'approcher les 10 000 euros sur ce programme de 6 mois qui est lancé depuis moins de 6 mois. Donc déjà, c'est vraiment super avant même d'avoir terminé la première tournée. Encore une fois, on va te remercier pour Olivia. Pipi. Merci. Ouais. Alors maintenant, merci beaucoup Olivia, j'aimerais qu'on entende un petit mot de Étienne qui est sur ce process de réfléchir à une offre nouvelle dans un secteur où c'est intéressant que de venir faire la transition vers Internet. C'est rare de voir Étienne sans son béret qui fait partie de l'image de marque sur toutes les vidéos. Mais Étienne, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu où est-ce que tu en étais dans ta vie professionnelle avant de nous rejoindre sur le challenge. Quelle est la passion qui t'a mené à nous rejoindre la situation et quel était ton grand rêve? Salut Sébastien, salut tout le monde. Déjà, c'est avec plaisir que je vais partager mes humbles résultats, mais qui n'ont rien à voir avec les copains du challenge. Je suis encore dans la couveuse, moi je suis le baby, mais c'est avec plaisir que je vais partager ces résultats. Je suis du Sud-Ouest, effectivement de Pau, c'est pour ça que je suis né avec un béret sur la tête. Je l'ai pas aujourd'hui parce que ça passe pas avec les écouteurs, mais effectivement, je le mets tous les jours dans ma vie. C'est aussi pour ça que j'ai 3 enfants et le dernier c'est un garçon. J'y croyais pas, il paraît qu'il fallait le béret pour faire des garçons, ça a marché. Bon, cette technique, je suis pas sûr que cette technique soit scientifiquement prouvée, mais il faudra qu'il y en ait qui fassent. On en reparlera plus tard, Seb. Si tu veux un garçon, bien sûr, je peux te prêter le mien. Du coup, est-ce que tu peux nous partager d'où tu pars? Est-ce que tu lances comme projet? Parce que ce que je veux justement, tu mentionnais que là tu es plus en phase, plus en démarrage que des personnes qui ont partagé. C'est justement montrer, on a montré cette évolution de ceinture blanche à ceinture noire et à tout un trajet. Et je pense que c'est très intéressant parce que pour certaines des personnes qui sont parmi vous, de se dire, au lieu de juste voir une série de personnes qui disent bon voilà, j'ai suivi le truc il y a 5 ans, voilà ce que j'ai fait depuis 5 ans, c'est bien de voir les personnes qui sont dans le process et à différentes étapes. Et toi, tu lances quelque chose de novateur avec une marque hyper intéressante où tu es plus vers le début du process, mais ça va parler à beaucoup de personnes qui sont justement sur cette phase de juste avant le début du process, tu vois, comme on disait tout à l'heure, je n'ose pas encore annoncer que je ne sais pas encore, que je ne suis pas encore prêt, tu vois. Donc, il y a Loni qui dit merci pour le béret. Guy Théma dit je note la technique du béret, donc déjà tu en as convaincu plusieurs. Mais du coup, puisque tu n'es pas chapelier, quelle est ta spécialité et dans quel but as-tu rejoint le challenge? Alors, je suis cuisinier de métier depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, j'ai été 7 ans maître restaurateur, donc à mon compte. Et je suis devenu professeur de cuisine avec les 3 enfants. Bon, on peut imaginer pourquoi. Et j'avais envie, donc j'ai appris la pédagogie et j'avais envie de transmettre cette cuisine à un maximum de gens. Quand je vais, que ce soit la famille, les amis, je vois toujours que c'est toujours une galère de cuisiner. Et je dis, putain, j'ai appris à être pédagogue, je sais cuisiner. On va essayer de faire quelque chose pour que ça soit attrayant et que je démocratise la cuisine dans tous les foyers. Et là, je tombe sur ton livre. Lequel? Tu veux dire lequel? Oui, je voulais te demander lequel parmi les livres. Le rouge. Ok, Secret des entrepreneurs livre. Et je sais exactement comment c'est. Je suis rentré dans la machine à vendre, on va dire, voilà. Donc il y a 2 ans, peut-être 1 an et demi, 2 ans peut-être. Et donc je suis parti tête baissée. J'ai créé un aimant à prospect. J'ai essayé de faire quelques leads comme ça. Ça n'a pas vraiment marché. Et ensuite, tu as proposé tes challenges.
Donc c'est pas si vieux en fait. Et ensuite tu as proposé tes challenges, donc du coup j'ai dit c'est une très bonne idée. Et la plus-value, c'est qu'il y a vraiment tous ces coachings assez réguliers, donc on peut peaufiner. Et je pense que Marc, il s'en souviendra un bon moment aussi. Je l'ai beaucoup sollicité et il m'a bien chahuté pour que j'essaye de trouver les bonnes choses, enfin les choses qui parlaient. Donc j'ai lancé mon premier webinaire avec plein d'idées reçues que j'avais du marché et j'ai fait une vente. J'ai fait une vente. Donc déjà au premier webinaire, tu as fait ta première vente? J'ai fait ma première vente au premier webinaire. Très content. Ok, alors attends, déjà ça se fait. Donc pour Étienne, non, attends, stop, on fait pas. Il est en train de me faire signe. Une semaine après, on m'a appelé pour que je rembourse. Oh non. Ok, donc on le fait, on va reprendre notre pip-pip et le refaire en marche arrière. Ok, donc premier webinaire. Non, mais c'était énorme. C'était énorme parce que du coup, déjà lui, pendant le webinaire, j'ai pu discuter avec les gens, j'ai appris beaucoup de choses. Ça, c'est une première chose. Le gars qui a acheté, forcément, je l'ai eu au téléphone. Donc, je lui ai demandé ses objections, c'est pourquoi ça lui plaisait pas, tout ça. Donc, j'ai appris plein de choses. Et du coup, voilà, j'ai réfléchi à une autre offre et comment je pouvais le designer différemment. En fait, j'étais pas du tout aligné avec mon offre, la prestation et le client. C'était pas du tout aligné. Donc, ça marchait pas. Il y a quelque chose qui a résonné en lui, mais c'était de la pure chance. Du coup, je pars sur le challenge numéro 2. Challenge numéro 2, j'y vais, je commence à prévoir la date du webinaire, je change les choses comme je vais le faire et tu dis attention, avis à tous les challengers, pensez à refaire une étude de marché express. Je le fais. Et là, je vois des choses qui bougent effectivement dans les questions que j'ai posées, il y a des choses qui changent. Et j'arrive à 3 jours du webinaire numéro 2. Et là, je dis, mais je suis complètement à côté de la plaque. J'avais premier challenge, j'avais fait toutes les vidéos comme tu voulais qu'on fasse, de très bon élève. Je suis un gros bosseur, donc j'ai tout fait. J'ai dit non, là, ce coup-ci, je vais pas les refaire. Par contre, je vais encore apprendre. Je vais proposer un groupe pilote. Je vais proposer la vente de ce produit dans l'idée du prix public que je l'avais proposé à seulement 10%. Donc là, l'offre irrésistible devenait hyper méga irrésistible. Et je dis, bon, tous ceux qui sont OK pour ça, vous êtes mes cobayes, on va créer le produit ensemble. Puisque j'ai l'impression d'être complètement à côté de la plaque, on va le faire ensemble. Est-ce qui croit en moi? Et là, j'ai réussi à vendre une vingtaine de places, je sais pas comment on appelait ça, mais j'ai eu 20 candidats à ce groupe pilote. Donc voilà. Donc du coup, le groupe pilote était gratuit ou payant? Payant, mais seulement à 10% du prix public. Donc tu l'as fait à un tarif symbolique de lancement. Voilà. Il fallait débourser 100 €, voilà, pour être clair. Donc voilà, il n'y avait pas trop d'objections. Je crois que Attends, je fais le calcul. Donc, du coup, sur ce deuxième groupe, tu as fait entrer 20 personnes à 100 €. Donc, tu as fait entrer 2000 €. C'est ça? Alors, est-ce que cette fois-ci, on fait le pip-pip et on le reprend pas? Ok, d'accord. Alors, pour Étienne, pip-pip! Ouais. Super, Étienne. Ok, je te laisse continuer. Donc, je propose une feuille de route, voilà, avec le programme. C'est parti, j'ai pas toute la cohésion de tout le monde, mais ça c'est tout à fait normal. Mais bon voilà, j'arrive à construire les choses et j'en ai construit. Alors, je suis obligé de revenir un petit peu en arrière. La première vente que j'ai fait, j'avais quand même construit 20% de mon produit. Donc j'ai un petit peu les boules parce que en gros, je pouvais tout mettre à la poubelle. Donc par rapport au groupe pilote, j'ai fait reset et j'ai tout reconstruit de zéro avec les membres. Et donc voilà, c'était quelque chose qui était vraiment plus, pour le coup, vachement plus aligné. Alors, un truc que je veux clarifier pour être sûr que j'ai bien compris.
et que tout le monde a bien suivi aussi. Donc, tu avais fait la première offre où tu avais eu une personne qui a signé et qui a annulé après. Et ensuite, tu as lancé le deuxième groupe. Alors, j'ai Guy qui demande, du coup, sur le deuxième groupe avec les 20 personnes, combien ont demandé le remboursement. Guy, il a envoyé le oui, mais il veut savoir quel pourcentage il te laisse de son oui. Donc, combien? Zéro remboursement. Excuse-moi. Du coup, ce que tu viens de dire, c'est que ce que tu as construit pour ce groupe, tu as 20 personnes, n'est pas la même offre que l'offre que tu avais vendue la première fois à la première personne. Est-ce que tu avais déjà construit tout le produit, tout le programme pour l'unique client que tu avais eu au tout départ? 20%, je disais 20%, Sébastien. Ok, donc il y avait 20% de construit quand tu as fait cette première vente, et quand tu as décidé de changer l'offre, tu as dit ok, on fait table rase. Est-ce que tu penses que ça aurait été aussi facile de prendre cette décision-là si tu avais conçu d'abord les 100% avant de faire l'offre au départ? Bah, déjà, j'avais les boules pour les 20%. Je pense que j'aurais eu les grosses boules pour les 100%, quoi. Il valait mieux le savoir de suite. Ok, alors je trouve que c'est important parce que justement à l'instant on parlait de cette question de prévente et il y avait Guy et quelques autres qui préféraient être dans la case j'ai tout fait, j'ai fait les 110%, les 115% avant de tenter de faire la première vente. Pourquoi avoir décidé de recadrer complètement ton offre? Comme je disais, l'offre, la proposition du contenu du produit et le client n'étaient pas du tout alignés. Donc, j'ai préféré m'adresser aux gens qui répondaient à mon EME et proposer quelque chose aligné à eux. Ok, merci beaucoup. Je trouve que c'est exactement aligné avec quelque chose de très important qu'il fallait transmettre et communiquer. Et c'est Sabrina qui dit, qui te remercie pour ton témoignage. Donc là, c'est le début de l'aventure, puisque maintenant tu vas pouvoir augmenter le tarif sur cette offre pour la proposer à plein tarif. Oui, c'est ça. J'ai construit avec eux quasiment la totalité et comme j'ai envie d'avoir un peu plus de preuves, je suis à 80% de la construction du produit et je dis allez, je vais le soumettre à sa valeur presque juste, en tout cas à 50% de la valeur que je l'imagine et puis on va voir ce que ça donne. Donc là, je fais un troisième webinaire, un troisième challenge. Je dis, allez, je propose… Non, c'est toi en fait qui m'a déclenché ça. Parce que comme tu as dit, le troisième challenge démarre. Eh bien, j'ai fait ça. Donc, je suis arrivé un petit peu à la bourre. J'ai mis ma date très, très proche. J'ai fait vraiment de briques et de broc. J'ai envoyé les mails presque au fur et à mesure. Je propose mon webinaire. J'ai seulement 10 inscrits. Alors là, j'ai commencé à avoir des grosses bouboules. 10 inscrits, j'ai dit ça va être tendu là. Si on sait qu'il y a 30% des gens qui viennent, déjà je risque pas d'en avoir beaucoup. Et à l'heure fatidique, j'en avais zéro. Alors là, je commençais à avoir les grosses bouboules. Alors j'ai dit tant pis, je vais l'enregistrer puis on verra bien si quelqu'un regarde la séquence derrière. Et là, il y a 2 personnes qui arrivent. Donc tout au départ, hein, donc 2 personnes qui arrivent. Voilà, je vous cache pas que c'est un peu délicat d'avoir plein pot d'énergie quand on a juste 2 personnes qui nous écoutent. Mais enfin, j'ai fait de mon mieux. Et finalement, il y en a un qui signe, qui rentre sa carte bleue au moment de la proposition de l'offre. Donc j'étais très content. J'étais plutôt content quand on voit qu'il y en a 10. Bon. Et donc j'ai pu vachement personnaliser puisqu'ils étaient avec moi, c'était du personnalisation absolue. Et enfin, j'ai lancé la séquence et j'ai refait une autre vente derrière à 500 € chacun. Donc ça fait un total de 1000 € sur ce troisième webinaire. Ok, génial. Donc déjà félicitations pour ça. On va redire un petit pour Étienne Pipi. Et alors déjà, je te félicite et je te remercie de ton partage, Étienne, et je te félicite parce que ce que je voulais justement montrer, c'est cet exemple de l'attitude. Tu vois, tu as dit, ok, au début à l'heure H sur le webinaire, il y avait personne au tout début, et au lieu de balancer ton ordinateur par la fenêtre, ta réaction ça a été de dire bon ben c'est pas grave, du coup je l'enregistre.
je le présente comme si les gens étaient là. J'enregistre, j'ai avancé. Maintenant, j'ai mon webinaire. Même si j'ai pas en direct l'interaction dans le chat, je peux quand même faire ma présentation parce que je m'étais engagé ce soir à faire une présentation. Tu vois. Et t'étais tellement déterminé que quelque part, ça envoyait des ondes dans l'éther, dans l'univers, et que il a dit bon ben ok, allez, on va lui envoyer 2 personnes, 2 clients sur le webinaire. C'est ça. Et comme j'ai fait du rugby depuis que je suis gamin, et on m'a toujours expliqué, mon entraîneur, il me dit, tu joues tous les coups à fond. Donc, tant que tu as la balle, tu joues. Donc, merci pour cet aperçu de la mentalité qui nous permet, du coup, continuer d'aller pour aller chercher les résultats, puisque maintenant, tu as validé non seulement ton marché à qui tu parles, qui avait besoin un peu d'être recadré lors du premier toboggan. Deuxième, ça t'a permis de valider, ok, ça intéresse des personnes. J'ai quelqu'un dans le chat qui a dit, maman, j'ai besoin d'apprendre à mieux cuisiner, ça m'intéresse aussi. Donc c'est le cuisinier français, Étienne, son site. Et donc voilà, deuxième tentative, ça te permet de faire ton groupe pilote, de valider, on va dans la bonne direction avec cette offre. Et ensuite, troisième tentative, ça te permet de valider, ok, cette offre-là, eh bien, ça se valide au prix que je vends, que je veux vendre. C'est bien ça? Alors, est-ce que ça permet de valider? Je suis pas sûr, et tu verras, je t'ai posé une question pour le coaching de ce soir, et j'espère qu'on pourra en discuter. Je sais pas. Du coup, on va regarder ça attentivement. Parce que, si tu veux, à partir du moment où tu commences à avoir des acheteurs, ce que je veux dire par ça valide, c'est, tu sais pas encore si, à l'échelle de plusieurs millions de prospects par an, à 500 € ou 497 ou 897 ou 297 est le tarif optimal. Par contre, à partir du moment où il y a le premier client à ce tarif, le premier vrai client, donc pas comme mes 2 gars qui payent l'atelier du week-end 25 € et qui viennent pas comme ton premier qui signe et qui change la vie au bout de 3 jours, mais les premiers qui ont signé, qui sont là-dedans et qui disent « Ok, j'ai vu la valeur », ça valide qu'il y a un marché à cette valeur. Tu vois? Et donc, ça valide que à tout instant, il y a toujours une incertitude de peut-être que je pourrais vendre ce produit plus cher, et la seule façon de savoir si c'est le cas ou pas, eh bien, c'est de le doubler et de voir. J'en ai parlé pour l'exemple d'Olivier Roland. Premier webinaire, il a vendu à 1 000 €. Deuxième webinaire, il a vendu à 2 000 €. Il a fait 2 fois moins de ventes à 2 000 €. Donc, au final, ça fait, on va dire, le même chiffre. Mais il a pris la décision. C'était vraiment exactement divisé par le nombre de participants, etc. En faisant le calcul, c'est exactement le même chiffre. Mais du coup, il a dit, je préfère être positionné avec 2 fois moins de clients, mais un tarif 2 fois plus élevé, parce que sur le marché, c'est mieux comme positionnement, ça fait moins de clients à gérer, ça fait plus de bénéfices au final, parce qu'on a moins de personnes à gérer, donc ça a été son choix. Donc du coup, ça valide qu'il y a un public à ce tarif, et maintenant, mission du webinaire suivant pour ton toboggan, c'est pas 10 inscrits, mais 100 inscrits. Donc, c'est pas 100 inscrits, mais 1000 inscrits. Tu vois ce que je veux dire? Parce que après, ce volume va te permettre de dire, mais ok, ça me va. Et peut-être qu'à un moment donné, tu vas dire, mais en fait, comme dit Guy dans le chat, en fait, maintenant que je regarde avec 1000 prospects sur le taux de conversion, ça convertit peut-être pas autant que j'aimerais. Je vais tester à 300 €. Ou ça convertit peut-être trop. Ça arrive. J'ai trop de gens qui qui posent des questions sur les vidéos de formation. J'ai trop de gens qui demandent du coaching, etc. Je vais voir si je tente à 700 ou au-dessus. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, merci encore une fois, Étienne. Et je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour célébrer Étienne et son engagement, sa détermination pour Étienne. Pip, pip! Ouais. Et le palois. Alors sur cette session, on aura parlé avec différents accents et depuis différents pays. Et
ce que je veux vous rappeler de ce que vous avez, des personnes que vous avez vues, c'est que, encore une fois, ce sont des résultats, des personnes ordinaires qui avancent vers ces résultats extraordinaires. J'ai voulu vous montrer qu'il y a un trajet qu'on fait. Étape 1, étape 2, étape 3, ceinture blanche, ceinture jaune, ceinture verte, ceinture marron, ceinture noire. Parce que c'est à ça que ça ressemble à la transformation de la vie d'entrepreneur libre. C'est dire, je me lance, je sais pas ce que ça va donner au premier essai. Donc du coup, je me dis d'avance, je vais me donner plusieurs essais. Combien d'entre vous ont compris ça? Compris l'importance de partir dans ce choix. Il y avait de vraies pépites dans ce qu'ils ont partagé. Alors comment est-ce que ces entrepreneurs ont surmonté ces obstacles? Ils les ont surmontés en disant, je vais dans la direction d'une opportunité exceptionnelle, de ce que j'ai décidé de créer dans ma vie. Je prends ma responsabilité personnelle pour avoir les résultats et je vais m'entourer d'une communauté tridimensionnelle. Et ils l'ont fait en ayant ces trois choses. Alors, combien d'entre vous aimeraient avoir les mêmes résultats, commencer et être sur ce chemin de progression rapide et en accélération, en boule de neige? Je vois Dani, Christelle, Rosalie, je vois Sakina qui, tout en berçant ce petit bébé, et par contre, je vois Michel Yori, je vois Pascal Cotreau, je vois Elisabeth Ferron qui est en train de réfléchir. Oui, moi avoir des résultats, je sais pas sûr, peut-être, peut-être pas. Elle me fait non, moi avoir des résultats, non. Donc, j'ai mentionné, nous avons un programme, c'est notre programme phare, ce sont les fameux challenges dont vous avez entendu parler. Et le but de ces challenges, c'est de réduire cette distance entre où vous êtes et cette vision à laquelle vous aspirez. Pour que cette vision que vous avez de votre vie dans 5 ans, eh bien, elle se rapproche, elle arrive, non pas dans 5 ans, mais dans 4, dans 3, dans 2, dans 1, qu'elle puisse se réaliser cette année et que vous puissiez enfin être entrepreneur libre.